Au départ, c'est plutôt mignon. Et puis, avec le temps, ça grandit. Un peu ça va, mais quand ça devient vieux, ça pose des problèmes. Surtout qu'il commence à y en avoir beaucoup, vraiment beaucoup. On se demande même s'il y aura assez de place sur Terre. Aujourd'hui, ils sont à peu près 3 millions en France et ils continuent à souffler leurs bougies. Tout le monde le sait, mais personne ne fait rien. On a du mal à passer de la réflexion, du discours, de tout ce qu'on peut dire sur le vieillissement, à l'action. En fait, quand on parle des vieux, voilà la réaction. Un problème qu'on ne veut pas voir, pas le temps de s'en occuper paraît-il, il y a d'autres priorités. Je n'ai pas que la préoccupation du vieillissement de la population. Il faut loger des jeunes, il faut loger des familles, il faut loger... Vous voyez Bref, il y a comme un cheveu dans la soupe. Mais un jour ou l'autre, à vouloir ignorer le problème, la pilule, elle, ne passera plus. Si on ne pense pas les transports, si on n'aménage pas notre société à des besoins qui vont ressortir dans les prochaines années, le coût dans l'urgence pour réaménager tous ces éléments va être énorme. Alors nous, justement, comme on pense à nos vieux jours et qu'on est prévoyant, on est allé voir ce qui se fait de bien aujourd'hui. On a beaucoup cherché, et il faut bien le dire, on n'a pas trouvé grand-chose. Des jeunes bénévoles comme Sylvie, qui luttent contre l'isolement Bon, comment ça va depuis la semaine dernière? en aidant les personnes âgées au quotidien. C'est ça? Ça va mieux ta cheville ou pas? On a aussi rencontré des personnes qui se réunissent en coopérative pour alléger les contraintes. Même si ce n'est pas tous les jours facile. C'est prévu qu'ils viennent le faire. Oui, mais il nous dit tout le temps, moi y aller, moi vous appeler, mais ça se fait pas. Il y a même un département, le seul en France, qui a pris conscience du problème en facilitant la création de logements adaptés. En fait, juste quelques initiatives qui essayent de faire bouger les choses. Elles ne sont pas très répandues, mais elles sont une lueur d'espoir pour l'avenir. D'abord, les vieux, c'est comme les adolescents. Dans 80% des cas, tout va bien. Le tout, pour bien vieillir, c'est d'avoir une vie sociale. Eux, par exemple, ils ont choisi le jazz. Une fois par mois, ils donnent un concert dans un bar à Paris. Ce sont les anciens de Polytechnique. Moyenne d'âge 70 ans, et parfois même, comme François, 87 ans. Moi, j'ai le souvenir de mes grands-parents. D'abord, ils mouraient beaucoup plus jeunes. Hein. Et en fait, ils étaient déjà ce que j'appellerais vieux monsieur beaucoup plus tôt. Et oui, aujourd'hui, on peut être jeune, même en étant très vieux. D'ailleurs, les publicitaires le savent bien et commencent à en jouer. Regardez cette pub. Pas vraiment l'image qu'on a d'une vieille dame. Finalement, aujourd'hui, les Mamies Nova ne sont plus ce qu'elles étaient. On devient vieux de plus en plus tard, à condition toutefois de ne surtout pas s'isoler. On sait aujourd'hui à quel point c'est ça le plus grand drame de la vieillesse, c'est l'isolement forcé. C'est le fait de se retrouver tout seul, avec un sentiment d'inutilité qui est quand même très très pesant, en ayant très peu de liens avec les autres et donc en survivant tranquillement tous les jours, en se demandant à quoi servent ces journées qui passent. Ça, c'est vraiment d'une violence qui est quand même assez infernale à vivre. Simone, par exemple. Suite à un bête accident en sortant de sa baignoire, elle a aujourd'hui des difficultés à se déplacer. Elle vit seule dans son appartement. Nostalgique de sa vie d'avant, handicapée,
elle a du mal à garder une vie sociale. Mes amies également ont mon âge et la plupart du temps aussi, elles sont isolées. Et si bien que chacun est isolé dans son coin, dans son appartement ou dans son... C'est ça. Et c'est très très pénible de se sentir seul. Heureusement pour Simone, il y a Sylvie. Oui, bonjour Simone, c'est Sylvie de voisinage. Comment ça va? Bon, écoute, on avait prévu de se voir cet après-midi. Je vais me mettre en route, donc j'ai le temps de venir et je suis là. D'accord? On va faire, je ne sais pas si tu as besoin de faire quelques courses. Dans ce cas-là, on les fera ensemble. Ouais, tu as besoin de faire quelques courses? Ok, très bien. Bon, bah à tout à l'heure. Voisinage, une initiative qui tisse du lien. Une centaine de bénévoles qui donnent du temps pour les autres, comme Sylvie. En semaine, elle travaille dans la finance et puis, quand elle le peut, elle inscrit son nom dans ce tableau des rendez-vous pour aller rendre visite aux personnes isolées. C'est un moyen pour moi vraiment de nouer des relations humaines riches. C'est pas du tout, enfin c'est à double sens. Autant c'est moi qui rencontre une Simone, une Micheline, une Lucienne, mais c'est aussi une Simone, Lucienne ou une Micheline qui me rencontre moi, Sylvie. Donc c'est une relation vraiment d'égal à égal. On n'est pas dans une relation moyennée ou d'assistance. Ça me permet aussi de mettre énormément en perspective. Quand on voit, on est à la rencontre de ces personnes qui ont vécu des choses horribles, qui n'ont plus de famille, qui n'ont plus de mari, et ben ça minimise beaucoup nos petits malheurs de la vie quotidienne. Ce jour-là, Sylvie avait du temps devant elle. La veille, elle avait travaillé tard. Elle se sentait fatiguée. Passer 3 heures avec Simone lui paraissait finalement être une bonne idée. Salut Simone, ça va? Très bien, et toi? Allez, entre. Bon, comment ça va depuis la semaine dernière? Oh, coussi coussa. Coussi coussa, ça va mieux ta cheville ou pas? Au début, les mots ne viennent pas facilement. Parler est toujours une épreuve pour ceux qui n'en ont pas l'occasion tous les jours. Si je peux mettre une lettre, mais c'est nul, tu vois. Ah oui, c'est pas beaucoup. Et puis, après un moment, vient le temps des confidences. J'ai qu'une amie à Paris, j'en ai plus qu'une à Paris que je peux voir. Ouais. Autrement, les autres, elles sont en banlieue, donc je peux pas les voir. Ouais. Ça, c'est... Mais Sylvie est aussi là pour l'aider. Il est où on va où, au petit casino? Oui, Parfois, elle accompagne Simone dans les différentes tâches désormais plus difficiles de sa vie quotidienne. Je crois que c'est avec l'âge qu'on mange moins. J'ai plus envie de manger. Non, j'ai plus envie de manger. C'est parce que t'as plus envie de cuisiner ou... Oui, tiens, je mange souvent de la choucroute, des trucs comme ça. J'ai pas Ouais. le courage de me faire à manger, alors je fais ça. Donc je fais ça rapide, quoi. Voilà. Un peu retour vie d'étudiante, quoi. Ah ouais, parce que tu n'as plus le repas à partager avec quelqu'un. Non, je mange ça en 10 minutes, allez hop, c'est avalé. Oh là là. Non, c'est plus comme avant. Simone et Sylvie. Une initiative isolée. Pour l'instant, elle ne concerne qu'une poignée de personnes. Mais à l'avenir, c'est sans doute une solution à développer. D'ailleurs, un peu partout en France, et heureusement, les personnes âgées disposent d'un soutien à domicile, mais payant. À 82 ans, Corinne, comme 90% des gens de son âge, ne veut pas quitter sa maison. Sans une aide à domicile qui vient l'aider tous les jours, ce ne serait pas possible. T'aimes bien les moules farcies, tu m'as dit. J'adore, mais je vais peut-être emmener... Ah bah vas-y, tu sais sur quoi on va se déplacer, faut pas pleurer comme ça. Tu vas la chanter celle-là, non? Oui, ça... Bonjour Madame Durand. Alors, comment ça va ce matin? Et je ne demande qu'une chose, c'est de rester chez moi. Parce que je n'ai pas du tout envie de partir dans une maison de retraite. J'ai ma voisine qui est partie il y a quelques mois. On est allé la voir. Oh, la catastrophe. Elle a diminué, c'est incroyable. Alors, vous savez, je n'ai pas envie de partir dans une maison de retraite. Donc, les aides ménagères nous sont très, très utiles pour pouvoir rester chez soi. Et je crois quand même que ça revient moins cher
que d'aller en maison de retraite. Qu'est-ce que vous en pensez? Difficile de répondre en fait. Une aide à domicile coûte en moyenne 1 800 € par mois. C'est moins qu'une maison de retraite, mais pour beaucoup, c'est déjà trop. Là encore, les solidarités sont des pistes à suivre. Mais comment les mettre en place à une époque où les Français vivent de manière de plus en plus isolée? Regardez l'habitat. Autrefois, les habitants des villes vivaient regroupés dans l'enceinte du village. Puis, dans les années 60, tout bascule, la banlieue s'étend. La voiture permet de réduire les distances. Désormais, les maisons disposent d'un jardin et occupent davantage d'espace. Cette évolution a apporté plus de confort, mais attention aux effets pervers. Pierre-Marie Chapon est un directeur de recherche spécialisé dans les questions liées au vieillissement. Pour lui, ces banlieues pavillonnaires sont un piège pour la population vieillissante. Il considère qu'il est urgent de lutter contre l'étalement urbain. Ce modèle qui a fonctionné à temps, qui correspondait aux 30 Glorieuses, qui correspondait à une certaine liberté de l'automobile, aujourd'hui c'est un modèle qui est révolu, c'est un modèle qui est passé parce que ce type de modèle n'est pas adapté à un vieillissement massif de notre population comme c'est le cas aujourd'hui. Il ne s'agit absolument pas d'être contre les banlieues pavillonnaires, ça correspond à des attentes d'une population, ça correspond aux besoins de famille, mais par contre, ce qu'il faut, c'est développer des alternatives pour que lorsque les personnes vont vieillir, vont avoir des besoins qui vont être différents que ceux que peuvent leur offrir l'habitat pavillonnaire, qu'ils aient la capacité de pouvoir venir dans les centres-bourgs, dans les centres-villes, dans des logements qui sont adaptés. Pour s'en convaincre, il suffit de faire quelques mètres à pied. Nous sommes dans une banlieue lointaine de Lyon. À première vue, l'endroit est desservi par des bus. Mais quand on regarde les horaires, on s'aperçoit qu'il n'en passe qu'en semaine. Le reste du temps, circuler sans voiture est quasiment impossible. Ça pose un problème parce que typiquement on voit que les zones périurbaines donc, se sont réalisées depuis les années 60. Donc on a une population qui est majoritairement propriétaire, donc qui va vieillir dans ces logements. Et puis passé un moment, elles vont plus pouvoir utiliser leur véhicule, elles vont avoir des soucis à se déplacer. Donc l'exemple des transports en commun est typique des problématiques de l'inadaptation de ces quartiers au vieillissement de la population. Rester connecté, ne pas s'enfermer, ne pas s'isoler, pouvoir continuer à circuler malgré les fragilités liées à l'âge, voilà les conditions indispensables à un vieillissement harmonieux. Une personne âgée qui a les moyens de rester en contact avec l'extérieur multiplie par 5 ses chances de pouvoir demeurer à son domicile. Et ça, c'est encore plus vrai quand celui-ci est adapté. Par exemple, les couloirs doivent y être plats, lisses, desservis par des ascenseurs. À l'intérieur de la maison, les portes doivent être faciles à ouvrir. La douche ne doit pas avoir de rebord, ne doit pas être glissante pour limiter les accidents. Les volets doivent être électriques pour faciliter leur fermeture. Une personne âgée n'a plus la force de le faire à la main. L'espace de vie doit être fonctionnel, la circulation facilitée. Le surcoût d'un habitat adapté est modique, autour de 6 000 € pour un appartement. Pourtant, ils sont encore trop rares. En France, sur les 30 projets d'urbanisme en cours actuellement, peu proposent des logements en conformité avec les besoins des populations âgées. Derrière ces chiffres, si je peux dire, finalement, on ne prend pas réellement conscience des enjeux que vont poser justement ces augmentations de population. Et derrière, les actions restent assez faibles, alors qu'on devrait avoir des changements structurels, on devrait avoir un changement de paradigme, et on a malheureusement très peu de vision prospective sur les besoins de demain. Il y a pourtant urgence. Le nombre de personnes de plus de 80 ans devrait plus que doubler en 30 ans. C'est donc maintenant qu'il faut agir pour adapter les habitats et améliorer leur connexion. Si la vie n'est pas accessible, si la cité n'est pas accessible, si on ne peut pas facilement accéder aux espaces collectifs, aux services, et si les habitats ne permettent pas de s'interroger pour se dire
à tel âge, je vais habiter là, je vais avoir une famille, je vais avoir des enfants, puis à un moment, ils vont partir. Alors, comment je peux réaménager soit l'espace dans lequel j'étais, soit déménager pour aller ailleurs? Si ces questions-là, elles ne sont pas posées, elles vont finir par arriver de manière frontale, plus violente. Ou alors on risque de faire des ghettos, c'est-à-dire on risque de faire des systèmes où on va dire « Ah ben brutalement, il y a un problème, on voit arriver une population âgée, on ne l'avait pas mesurée avant, alors on va la mettre à tel endroit, on va la parquer, on va l'isoler, et ça sera très bien pour tout le monde. » Ça, j'espère que ça ne se fera pas. Le Conseil général du Rhône incite à la construction de logements adaptés, via une opération originale. Rhône plus chez soi. Une bonne idée, évidente, mais seul problème, c'est le seul département à le faire. Aucun autre n'a conscience qu'il s'agit là d'une urgence. Vous pouvez avoir conscience d'eux, mais vous dire « Oui, moi j'ai aussi d'autres préoccupations. Je n'ai pas que la préoccupation du vieillissement de la population. Il faut loger des jeunes, il faut loger des familles, il faut loger... Vous voyez, puis il faut répondre aussi à des objectifs financiers. On peut pas... Et c'est pour ça que les élus refusent de financer ces projets ? Je crois qu'ils l'ont pas forcément refusé. C'est pas leur idée première, voilà. C'est pas leur idée première. Les priorités économiques, les priorités liées à la jeunesse, à la situation de la jeunesse en France en tout cas, la crise économique, les tensions sur l'emploi, etc., sont telles que notre société elle se retrouve cristallisée à devoir gérer des priorités. Nous, ce que l'on dit, c'est que la question du vieillissement peut aussi être un vecteur de sortie de crise. Le fait d'accepter de se dire, on a collectivement des populations qui vont évoluer. Autant anticiper et mettre en œuvre des chantiers qui vont permettre à cette population-là de pouvoir vieillir tranquillement, dans des habitats adaptés, dans des environnements qui seront accessibles, parce qu'en le faisant pour elle, on le fera pour tous les autres. Avec 4 millions de plus de 80 ans d'ici 20 ans, cette tranche d'âge va s'imposer. Ils vont avoir des besoins à grande échelle, ils vont fabriquer une société différente dans laquelle ils seront des acteurs économiques importants. Et quand ils ne pourront pas rester chez eux, il y aura la maison de retraite. Peut-être sera-t-elle plus spécialisée, plus médicalisée et aussi plus humaine. À Vallis-Auréat, dans la Drôme, on a réfléchi à ces questions et les réponses qu'on y a apportées sont originales. D'autant qu'il y a du travail pour redresser l'image des maisons de retraite. Régulièrement, la presse y relate des scandales, des cas de maltraitance parfois, mais le plus souvent, la violence n'est même pas visible. S'occuper des plus vieux se fait souvent sans enthousiasme. Personne ne souhaite finir ses jours dans une maison de retraite, personne ne souhaite y travailler, mais chacun s'y résigne. L'image collective qu'on a des établissements de type maison de retraite est négative. Plus de la moitié des personnes qu'on interroge lors des récents sondages, une majorité dit l'établissement, la maison de retraite a une mauvaise image, limite maltraitante, etc. Et moi, ce que j'aime bien mettre en parallèle, c'est de dire, admettons qu'au lieu de mettre le mot maison de retraite, on mette le mot école. C'est-à-dire que, admettons collectivement, on pourrait un jour dire, tiens, 50% des écoles sont pas bien, sont maltraitantes. Il y aurait une révolution dans le pays, si c'était vrai. Eh oui, collectivement, les vieux, on s'en fiche. Il y a bien une petite voix qui nous dit « Prends soin de tes aînés », mais elle est vite oubliée par les soucis de la vie quotidienne. Pourtant, il y a des choses simples à faire, comme par exemple choisir une bonne maison de retraite. De loin, c'est toutes les mêmes. Des couloirs, des infirmières qui courent partout, encore des couloirs. Difficile de faire la différence entre une bonne et une mauvaise maison. Allez, on y va. Voilà, et après vous enlevez le fauteuil et la chaise. Mais il y a quand même des petits trucs pour bien choisir. On y va. Les gestes du personnel, par exemple. Voilà. Et voilà, ça y est, tout en douceur. Eh bien, la promesse a été belle et bien tenue. Des gestes qu'ils doivent faire avec douceur. Bonjour, monsieur Pourret. Bonjour. Et quand ils ont des mots gentils, c'est plutôt bon signe. Ça va, maman? Je vous souhaite un bon appétit. L'important est de rencontrer une équipe qui considère que tant qu'il y a de la vie, il y a de la dignité
et il faut la respecter. L'institution établissement d'accueil pour personnes âgées, c'est pas vraiment la chose auquel on rêve quand on a 40 ans. On se dit plutôt retraite sous les cocotiers, ça j'achète. Oui, une belle retraite avec les enfants pas loin, la maison de plein pied, avec papa ou maman là juste à côté. Oui, on pense plutôt à ça. C'est vrai que l'institution, ça fait pas vraiment partie du projet idyllique pour la fin de sa vie, pour la continuité de sa vie. Moi, je me dis si déjà nous, on était capable, grâce au projet, de dire mais finalement, on peut aussi faire autrement, on peut vous proposer autre chose et on peut faire que ce soit des lieux de vie. Et la vie avec le grand V, pour dire la vie qui est enthousiasmante, la vie qui reste chouette, quel que soit le temps, la vie qui reste de bons moments, d'autres moments, mais aussi il y a de bons moments, de choses à partager, et puis encore de parcours à faire, quoi. Il y a encore, tant que c'est Anna Freud qui disait la vie est une grande partie d'échecs. Les premières années sont comme les premiers coups d'une partie, ils donnent l'orientation et le sens. Mais tant qu'on n'est pas échec et maths, il reste encore de jolis coups à jouer. Et moi, j'aime bien cette phrase parce que je me dis, oui, en effet, tant qu'on n'est pas échec et maths, on est encore dans le jeu, quoi. Autre truc à vérifier, les emplois du temps. Pour des raisons de tranquillité, dans la plupart des établissements, les repas se prennent à heure fixe. Mais pas ici. Wallis Auréa offre à ses pensionnaires la possibilité de manger quand ils le veulent, une façon de respecter la liberté de chacun. Madame Paquin? Elle dort, s'est rendormie. Madame Paquin? Madame Paquin? Coucou Madame Paquin, c'est Karine. Je vous ai apporté votre petit déjeuner, vous m'aviez dit que vous aviez faim. Et puis, les personnes âgées ne doivent pas être considérées comme des marchandises. Attention aux gestes déplacés, aux mouvements d'humeur, aux coups de fatigue. La directrice veille au respect des consignes. Même les mots ont leur importance. Je tiens absolument, et je vous mets vraiment en garde sur le vocabulaire et la sémantique que nous utilisons, le on va faire ci, ça, le faire, le mot faire, qui renvoie à des activités qui sont des activités à la tâche, des choses saccadées, séquencées, mais absolument pas avec du sens, à tout le vocabulaire qui est porté ou apporter quelqu'un. J'ai apporté monsieur un tel en restaurant, ou au petit déjeuner, je l'ai apporté au petit déjeuner, non. Non. Et vraiment, j'attire votre attention là-dessus parce que nos usagers sont vraiment attentifs à la sémantique que nous employons. Employer les bons mots, c'est renvoyer en miroir que d'abord la personne reste et demeure un adulte, ce qui est quand même sociétalement peu considéré par rapport au grand âge. Souvent, vous avez des personnes qui considèrent qu'une personne âgée, ce n'est plus un adulte. C'est quelqu'un à charge, surtout dans nos établissements. Mais là, du coup, nous renvoyons que ce sont des personnes qui sont encore des adultes, donc avec une histoire riche, donc une histoire à partager, et puis une opinion à donner, à continuer à donner, et puis aussi des ambitions, des projets, quels qu'ils soient, même si c'est des projets pour dans 2 jours, même si c'est un projet d'avoir bien envie de sortir au restaurant manger des cuisses de grenouille, ou bien, voilà. Et en fin de compte, nous leur renvoyons ça. Des projets, vous pouvez en faire. Vous me dites si je vous fais mal, parce qu'entre les orteils, c'est pas forcément très agréable. Tu peux y aller. Bien essuyé, Pas attraper de champignons. Craignez pas les chatouilles, Non. Je vais couper vos ongles, monsieur Serpolier. Oui, coupe. Je coupe? Déjà un petit peu quand même. Oui, je vais essayer de pas couper le pied du moins. D'accord? Ça marche? Voilà. Hop. Vous criez si je vous fais mal. Non. Je crierai. Voilà. Merci. Voilà, chef. Comment je te dois? Oh, une bise. C'est possible? Un petit sourire. Moi, je peux? Je vais vous raccompagner chez vous. Merci. Je vous raccompagne? Je vais descendre à la télé. Là. Vous allez descendre? Vous allez aller au salon? Ouais. D'accord. Attendez, je me lave les mains et puis je vais vous ouvrir la porte. Voilà. Ça fait du bien de causer 2 minutes. Ça fait du bien. Ouais. Je vais vous conduire. Voilà. Merci.
Je vous laisse faire alors? Oui, j'y vais. Vous allez regarder la télé? Oui. À tout à l'heure? À tout à l'heure. Allez, Merci. à tout à l'heure à table. Il y a encore quelques années, ça allait de moins en moins, mais ça l'était encore. Les services de gériatrie étaient les services où on envoyait en punition les salariés qui étaient moins bons dans d'autres services de soins. Donc c'est encore, enfin voilà, la notion de la gériatrie, la fin de vie. Vous n'allez pas les soigner, vous n'allez pas les guérir, les gens, ils vont mourir. Quelle horreur. Donc vous n'allez pas pouvoir mettre en œuvre une médecine hyperactive. Bon, bah, tout cet imaginaire-là, toute cette historique-là, cette culture-là, elle est là. Il ne faut pas la nier. On l'a avec nous, on se la traîne derrière nous. Et en plus, ce qu'on se traîne aussi, c'est la culture judéo-chrétienne du « il faut faire le bien de l'autre ». Il faut pouvoir se sacrifier un peu pour lui aussi, pour l'autre. Alors vous avez une approche assez sacrificielle, vous avez le fait que la gériatrie était le parent pauvre de la médecine pendant des années, vous avez aussi le fait que le soignant tout-puissant, il n'est plus tout-puissant là, puisqu'il va faire essentiellement qu'accompagner la personne vers la fin. Vous avez le fait que tout le monde en a peur, alors personne ne veut vraiment y aller, et c'est des repoussoirs. Donc vous rajoutez comme ça beaucoup de critères qui font que l'attractivité de ces lieux-là, elle n'est pas simple, et ils ont du mal à recruter. Et pourtant, que de demandes. À Vallis-Auréat, elles remplissent des dizaines de classeurs. 300 dossiers en attente pour entre 4 à 7 places annuelles en moyenne seulement. Si les demandes sont si nombreuses, c'est parce que Vallis-Auréat est une association qui donne le droit à une subvention. Ici, le coût mensuel n'est que de 1 850 € contre 2 200 pour la plupart des établissements concurrents. Et 2 200, c'est là encore bien trop cher pour beaucoup de familles. La solution comme ça, miracle, c'est difficile. Le contexte est tel que même dans nos organisations et dans nos cadres législatifs au niveau des institutions, c'est extrêmement difficile de voir comment est-ce qu'on va pouvoir, ne serait-ce que par exemple, baisser les prix pour faire que par exemple les maisons soient accessibles entre guillemets au niveau tarifaire. Avec les charges qui sont appliquées, avec ce que coûtent les salaires, avec ce que coûtent les entretiens, la sécurité des bâtiments, toutes les prestataires de services que nous avons, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait arriver à réduire les charges de façon à ce que du coup nos tarifs soient 30% moins chers. Je vois vraiment pas comment. Voilà. En tout cas aujourd'hui avec les réglementations, je vois pas. On est bloqué. Ouais. Je crois bien qu'on est à la fin d'un système par rapport aux institutions. On a des expériences de personnes qui, ne pouvant plus financer d'établissements d'accueil, sortent de leur établissement d'accueil et rentrent soit au domicile d'un proche, soit dans des domiciles non adaptés et vont finir leur vie dans des conditions d'accompagnement beaucoup plus tendues et beaucoup plus insupportables pour les uns et pour les autres. Pour éviter cela, les établissements doivent s'adapter. Bonjour Monsieur Pinault, c'est André. Ça va? On est au même. Bien, vous avez passé une bonne nuit? À peu près, comme d'habitude. Bon, une petite dame vous attend. Et merci. Ils doivent innover. À Vallis-Auréat, ils ont eu l'idée de faire des appartements privatifs au sein même de l'établissement. Une réponse aux personnes comme Albert, encore valide, mais dont la femme n'est plus autonome suite à un AVC. En faisant quelques mètres dans le couloir, il la rejoint tous les jours très facilement. Malgré la maladie, ils peuvent continuer à vivre ensemble, tout en disposant d'un encadrement médical. C'est bien haut, ça dit donc. Une initiative unique en France. T'as bien dormi? Je ne sais pas de quand ça date, mais ça devrait, à mon avis, ça mériterait être répandu davantage. Il me semble. Le repas. Vous avez le droit à la photo, là. Voilà Madame Pinault. Oui. Moules frites. C'est bien? Non, elle Ça vous plaît? va pas les manger. Pourquoi? Bon, elle les tient pas trop, ça les tient pas trop, moi je lui ai fait du poisson. Vous allez manger les moules frites, vous? Bah oui. Bon, bah, écoutez. Elle les tient pas au bout de feu. À moins qu'elle les vole, mais enfin. Pardon, excuse-moi. Tout à l'heure, Madame Pinault? Oui. Bon appétit. Merci. Allez, à tout à l'heure. Bah, moi, je mange pas. Il y a des moules frites, tu veux les manger? Non, tu les tiens pas, hein? Je te fais un peu du poisson à la place.
Je ne sais pas ce qu'il va valoir parce que je n'ai pas trouvé ce que je voulais. La France serait-elle en avance sur ces questions? Pas toujours. Pour trouver d'autres bonnes idées, il faut voyager. Direction le Canada. Nous, on s'est arrêté à Montréal, au Québec. Ici, par exemple, il existe plus d'une vingtaine de projets innovants pour faciliter la prise en charge des personnes les plus âgées. Et souvent, ces initiatives sont originales, elles s'appuient sur le dynamisme d'équipes motivées et mobilisées. Premier arrêt, à la périphérie du centre-ville. Ici se trouve cet ancien couvent, la Traversée, une bâtisse transformée en logement pour des personnes autonomes et non autonomes. Objectif, offrir un milieu de vie qui évolue au rythme des besoins des personnes. À l'image de Gérard, ils y vivent en parfaite autonomie, comme à la maison, mais avec l'encadrement d'une bonne dizaine de personnes. Grâce à cette présence, les résidents se sentent rassurés. Il arrive que plus on vieillit, plus on devient inquiet. Que va-t-il m'arriver? Que va-t-il m'arriver? Si je suis malade, qui va s'occuper de moi? Si je manque d'argent, comment est-ce que je vais m'en sortir? Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et, assez curieusement, la façon de faire, c'est tout simplement de s'accepter les uns les autres. C'est, en quelque sorte, de vaincre cette habitude que nous avons habituellement de ne pas se préoccuper de l'autre. C'est-à-dire, bon, il fait sa vie, je fais la mienne. Si on fait ça, on n'est plus seul. Permettre de vivre de manière indépendante tout en ayant la possibilité de s'appuyer sur les autres, voilà l'une des voies possibles pour l'avenir. Il faut alors des structures souples où l'encadrement intervient avec discrétion. Laetitia fait partie de l'équipe qui s'occupe des logements de la Traversée. Salariée de l'établissement, elle se considère être au service des locataires. Lorsqu'elle leur rend visite, elle prend garde à ne pas empiéter sur leur intimité. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Oui, et vous, ça va bien. Comme je vous disais, je vous ai ramené, il restait quelques exemplaires du journal, je pense que vous les vouliez. Vous avez presque provoqué une émeute, là. J'en cherchais, puis il n'y en avait plus. Eh bien voilà, voilà. Alors, merci. Alors, je vais pouvoir... Ben, je pense que c'est les derniers qui me restent. Il en reste combien? 4. Ouais. Bon, bravo. Voilà. On va s'arranger avec ça, n'est-ce pas? Voilà. Bye. Au rez-de-chaussée, le piano est là pour tisser du lien. Et c'est vrai que c'est plus agréable un repas en musique. Ici, on est entre amis et non entre malades. Vieux, mais toujours dans la vie. Madame Moule, je suis allée à une soirée samedi à Montréal, à l'Oratoire, puis j'ai croisé votre fille. Oui, je savais. Ah oui? Ben, je savais. Non, mais je savais pas que tu l'avais croisée, mais je savais qu'elle était là. Oui, parce que je l'ai vue au loin, mais bon, je pense qu'elle elle me connaît. Bon, on s'est croisés quelques fois. Moi, je la reconnais. Je sais pas si elle me reconnaît, mais je me suis dit, ah, puis quand j'ai vu votre fille, je vous ai cherché, je me suis dit, ah, peut-être que Madame Moule, elle est là. Mais non, je vous ai pas vue. C'était dans les soirées, Anna. Il paraît que c'était très beau, Oui, elle a dit. ouais, ben, moi, j'étais dans le chœur. Je faisais la musique. On l'installe? Bah, c'est que ça prend... non, bah, vous voulez le laisser sur ce clou-là? Parce qu'il n'est pas centré. L'une qui fait du piano, l'autre de la peinture. Bah, on peut... Ah non, il n'est pas dessus. Ouais, c'est bon. À la Traversée, l'espace appartient aux résidents, du moins à la partie publique de cet espace. Super, hein, c'est beau. C'est sûr qu'il est lumineux, comme vous dites, il y a du reflet dedans, mais... Il est beau, là. Il est beau, comme on passe partout, il est blanc. Ça ressort, ouais. En fait, c'est comme un intermédiaire entre un espace qui... Ouais, comment je pourrais expliquer?
Les gens sont chez eux, donc dans ce sens-là, c'est un espace privé, mais il y a un espace public que, dans le fond, on habite un peu, qu'on anime pour permettre aux gens de briser l'isolement, de se sentir moins seuls, de se sentir en sécurité, connaissent leurs voisins. Donc, c'est comme en privé et public, dans le fond. Il y a comme les avantages des deux, finalement. Roger Talbot n'est pas un artiste. Mais il a des qualités importantes pour les locataires. Il surveille les locaux. Tous les soirs, il fait le tour du bâtiment pour en contrôler les accès. Grâce à son engagement, les locataires dorment sur leurs deux oreilles. En fait, je pense que son rôle est très important parce que on met beaucoup d'accent sur la sécurité. Ça fait partie des critères. Quand les personnes arrivent, les gens ont besoin d'être rassurés beaucoup. C'est quoi comme milieu de vie? Qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce que si j'ai besoin d'aide, je peux appeler quelqu'un? Donc, il reste que le soir et les fins de semaine, c'est lui qu'on peut rejoindre. Donc, son rôle est important. Et oui, en plus, on est chanceux parce que M. Talbot, il le prend à cœur, son rôle. En fait, l'important, c'est vraiment le sentiment de sécurité. Je suis chez moi, mais je suis en sécurité. Je pense que particulièrement, les personnes retraitées ont besoin aussi de se sentir en sécurité chez elles. Et donc, cet environnement-là le permet. C'est vraiment très psychologique, en effet. Engager un résident en guise de gardien, voilà une idée originale. Et si chacun participait aux tâches collectives de l'établissement, ne serait-ce pas un bon moyen d'en limiter les coûts? À Montréal, il existe un établissement qui a poussé cette logique très en profondeur. Voici la coopérative Émile Nelligan. Elle comprend 142 logements réservés à des personnes âgées de 50 à 90 ans. Tous les locataires sont obligés de participer à la vie de la coopérative. Étienne, par exemple, s'occupe des poubelles. Il en a spécifiquement la charge. Un travail qu'il prend très au sérieux. D'autres s'occupent des petites réparations. François, par exemple, est l'homme à tout faire, celui qui rend la vie de tous plus facile. Bonjour, madame. Madame Vachon, on s'en vient pour réparer votre fan. Est-ce qu'on peut rentrer? Bien, madame, on va rentrer, on va réparer votre fan. Ici, un problème de ventilation. Ordinairement, c'est seulement que la saleté qui la bloque, mais on va vérifier au complet. On démange les springs en haut pour commencer. Il faut absolument sortir tout le manuel qu'il y a dedans. Et madame... Un petit peu de savon, s'il vous plaît, madame Vachon. Savon à vaisselle, ça va? Oui, savon à vaisselle, va être bien. Mais faites félicitations, Mme Vachon, votre boîte en haut est très propre. Ouais. Vous l'avez déjà lavé, c'est pour ça. Ouais. Oui, la boîte est très propre. Ça marche? Hein? On attendait à ce que ce soit un peu plus Hein? Ouais, il a signé ici. Ouais, Ici. Fait que s'il arrive quelque chose par après, gênez-vous pas, vous savez nous appeler. Tout l'ouvrage sera fait. C'est vous. Oh, je vais emporter ma brosse, parce que je veux me laver les dents ce soir. Si je veux me laver les dents ce soir, on va voir. Il va rester votre escabeau à Je vous remercie, Mme Vachon. S'il y a de quoi, gênez-vous pas, rappelez-nous en aucun temps. OK. Bonjour, Merci madame. beaucoup. Merci. Merci, Madame Lebrun. En échange de l'engagement de chacun, les résidents disposent d'un appartement privatif
de bonne qualité. Ils doivent verser un loyer mensuel d'environ 500 $, un prix très en dessous de celui du marché. Voulant quitter son petit appartement situé en sous-sol, la coopérative est née de l'initiative de cette femme. Elle a obtenu un financement dans le cadre du programme gouvernemental Accès Logis Québec qui a financé près de 700 opérations comme celle-ci. En 2010, le bâtiment sort de terre. Pour moi, c'était mission accomplie. Tous les efforts qui ont été mis au début, là, c'était concret. Là, on était sûr d'avoir une belle bâtisse comme ici, puis aider là, plein de gens. C'était le bonheur. C'était le bonheur, comme ça l'est encore aujourd'hui, oui. Maintenant, vous avez votre appartement. Est-ce que vous vous sentez ici chez vous? Ah, Sainte, oui. Ah oui, moi, ici, là, je suis au ciel. Parce que j'ai parti d'un sol, puis là, j'ai monté dans un 6e. Et ce que j'ai fait le soir, même j'ai encore des émotions, là. J'ai parti dans le bas, et puis là, j'ai monté au ciel. Et là, j'étais assise, puis je regardais à l'extérieur ce que j'avais. Ça faisait 8 ans que j'avais pas vu. Et puis, je disais, oh mon Dieu, merci, je suis au paradis. En tout cas, excusez-moi, c'est ça. Oui. Bien entendu, on n'a rien sans rien. Vivre dans une coopérative, ce sont aussi des contraintes. Régulièrement, les résidents doivent participer à des commissions qui permettent de prendre en commun les décisions nécessaires à la vie de l'établissement. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous avoir en grand nombre pour la réunion du comité d'entretien. On a un ordre du jour un petit peu chargé aujourd'hui. On va, si vous voulez, demander à la secrétaire de faire la lecture de l'ordre du jour pour adoption. Ah bon? Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'assemblée. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions de janvier et février 2012. Le 122, il y avait un problème là, de ventilation dans la salle de bain. C'était un nettoyage ou le ventilateur? Vous avez fait le nettoyage? Le nettoyage au complet du 122. OK. Ça c'est correct. On peut le marquer. Tout est fait, c'est parfait. Fait qu'on peut le marquer réglé. On a été bien reçus de la dame. Oui? Elle fait-tu du bon café? Pardon? Parce que ça fait du bon café, moi y aller moi aussi. C'est confidentiel quand vous rentrez là. C'est confidentiel, OK. C'est beau. Ils ont pris ça. Quand vous avez rentré dans le sujet, ils n'ont pas appris d'être confidentiels? Non. J'appuie le règlement. Pour en revenir, monsieur au 2e étage, là, faudra demander à la vallée qu'ils reviennent poser ses moulures. Ça, il y a 2 moulures, puis ça fait 1 mois et demi qu'ils traînent là, puis ils ne sont pas posés. Au 2e, on en a 2, puis... Oui, à côté de la chute à déchets, c'est prévu qu'ils viennent le faire. Oui, mais il nous dit tout le temps, moi y aller, moi vous appeler, mais ça ne se fait pas, Richard. Il y a une période où il a essayé, de me rejoindre, OK, puis c'est moi qui était pas facile à rejoindre à cause de mon problème avec mon cellulaire. Donc, je ne peux pas y mettre entièrement la faute. On s'est parlé, il m'a dit qu'il viendrait cette semaine. Je lui donne le bénéfice du doute jusqu'à la fin de la semaine. Après ça, là, on va aviser, ça va. Si on regarde dans le marché aujourd'hui, 496 $ pour un 3,5. C'est 400 $ en deçà du prix normal d'un logement. Dans un immeuble neuf qui a 3 ans à peine, là, on commence. Puis ici, on regarde que c'est entretenu, que la peinture viendrait seulement d'être faite dans tous les couloirs. C'est gai, c'est plaisant. C'est tout ça, la coop. C'est dire, là, on se met la main dans la main, là, puis ensemble, on se permet quelque chose, un petit rêve, un petit château qui est à nous autres. C'est ça, la coop. Pas plus que ça. Une coopérative, c'est une solution parmi d'autres pour lutter contre l'isolement.
Il faut participer aux réunions et puis aussi, pourquoi pas, aux activités, celles qui mettent de l'huile dans les rouages. Au bon voisinage, ben, on organise toutes les activités qui font la bonne entente. Moi, je suis pour ça. Tu sais, pour qu'ici, on est 142 locataires, j'aimerais ça que les 142 s'entendent bien. Il y a bien des gens à notre âge que le soir, ils ne sortiraient pas faire des activités, prendre le métro ou prendre l'autobus. Tandis qu'ici, les activités sont ici, donc ils peuvent venir participer. Moi, je trouve que ça les divertit et puis ils sont capables de venir s'amuser sans être inquiets. Bonjour tout le monde. Je suis très contente que vous soyez ici en grand nombre. On l'essayait pour une première fois. On verra. En avril, peut-être qu'on fera un autre après-midi aussi. La croix. Moi, j'appelle ça la croix. Je ne sais pas si c'est le vrai mot, là. Et l'activité la plus populaire ici, c'est le bingo. J'ai 59, 5-9. Un jeu très répandu en Amérique du Nord. As-tu beaucoup de deux? L'objectif est de remplir les cases en formant des figures géométriques. Une manière de passer le temps ensemble pour rendre la vieillesse moins pénible. Au 75, 7, 5. Une coopérative est une solution parmi d'autres qui n'a rien d'obligatoire mais qui a ses supporters. Et ils sont de plus en plus nombreux. Près de 300 candidats attendent, comme cette femme, de passer un entretien qui leur permettra, éventuellement, de rejoindre la communauté Émile Nelligan. Bonjour, madame. Bonjour. Lucille Wallet. Vous avez passé une entrevue? Oui. Mais suivez-moi. Merci. Bonjour, toi. Bonjour, madame. Merci. Bonjour, bienvenue. Assieds-toi. Asseyez-vous, soyez à votre aise. Merci. Bon, on vous a demandé d'apporter des documents. Oui. Oui, votre carte d'assurance maladie avec votre police d'assurance. Les pères. Ça, c'est sa police d'assurance. Son contrat en vigueur. Alors maintenant, on va vous poser quelques questions. Ça va nous permettre de mieux vous connaître et puis à vous de connaître un petit peu comment ça se passe dans la coop. Alors, on commence. En tant que locataire, quelle est votre plus belle qualité? Je pourrais dire que je suis fidèle à payer régulièrement et je fais attention à mon logement. Pour moi, c'est comme si ça m'appartenait, dans le sens que si je fais des dégâts, j'ai à payer pour. Alors, pour moi, c'est ça. Si dans notre projet, vous côtoyez des membres de communautés ethniques différentes de la vôtre, de religions différentes, d'orientations sexuelles différentes, est-ce que ça peut vous causer des problèmes? Alors, bien, pour l'expérience que j'en ai, c'est-à-dire avec les voyages que j'ai faits pour avoir rencontré d'autres nationalités et pour avoir un ami qui est homosexuel, j'ai vraiment pas de problème à ce niveau-là. Ça nous aide un peu à saisir quel genre de personne c'est selon les réponses. Moi, je me souviens qu'une fois, j'avais demandé à quelqu'un, à un monsieur, s'il y a du bruit devant chez vous, qu'est-ce que vous faites, tu sais? Et il dit, j'appelle la police, Chris. Oh, je regrette, mais c'est pas la question, c'est pas la réponse que j'aurais aimé avoir, là, moi. Si, en partant, sans me connaître, il est prêt à aller chercher la police, puis sacré, puis tout ça, j'ai dit, ouf, on est mieux de refuser des gens comme ça, tu sais. Je ne suis pas sûre qu'on trouve tous très drôle la seule solution du bloc de 180 logements où on sera tous ensemble, etc. C'est une des solutions possibles, mais c'est pas forcément... En fait, nous, ce qu'on ressent, c'est qu'il n'y a pas de solution magique, irrémédiable et formidable. Voilà, vous avez 80 ans, voilà la solution. Non.
En fait, l'idéal, c'est vous avez 80 ans, 90 ans, vous réfléchissez à des solutions pour vous, bah regardez, il existe comme ça une palette de possibles. L'idéal, c'est que vous y intéressiez et que vous participiez à ces choix-là. Ne laissez pas passer le train, quoi. Prenez le train et agissez avec lui. Prendre le train pour bien vieillir, c'est un peu maintenant qu'il faut se décider en créant des communautés, des habitats plus regroupés, des services à la personne, de la mixité sociale. C'est de l'argent, bien sûr, mais aussi beaucoup d'idées. À nous de les mettre en œuvre dès maintenant. Alors, les petits jeunes, comme ils sont bien élevés, vont vous laisser un peu de tranquillité, ne vont pas vous embêter tout le temps avec la musique. Il faut que vous puissiez bavarder un peu entre vous. Et nous, pendant ce temps-là, ben, on va aller se rafraîchir un peu, on va boire un coup, et on revient dans à peu près un petit quart d'heure. Merci beaucoup, à bientôt.